Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Chloé Bonnet de Live pour parler de santé des femmes et de l'endométriose, cette maladie méconnue qui touche une femme sur 10 en âge de procréer, et de ton projet Live, LYV, qui a pour ambition d'améliorer radicalement la vie de ces millions de femmes concernées. Salut Chloé. Salut Pierre. Cet épisode est en partenariat avec la NEF, donc une banque éthique et coopérative qui finance que des projets engagés, comme Live justement. Vous avez adoré les 3 épisodes avec la NEF en décembre sur le Biéristan, la néo-boulangerie et l'entreprise des croissantes Loom. Alors voici un 4e bonus. Pour commencer, l'endométriose, ou l'endo pour les intimes, touche 190 millions de femmes dans le monde. Le côté vicieux de cette maladie, je trouve, c'est que tu as beaucoup de symptômes où tu te dis pas que tu es malade. Enfin, moi, ma sœur, elle a de l'endo, ou une super amie, et c'est des douleurs en bas du ventre, des troubles digestifs, urinaires, de la fatigue chronique. Sauf que du coup, il y a des millions de femmes dont les proches ou le corps médical, voire elles-mêmes, prennent peu au sérieux leurs douleurs. Voilà, on te dit que c'est dans ta tête, etc. Il y a une de vos utilisatrices qui raconte cette anecdote où un jour, une gynéco a enfin fini par lui dire « Madame, c'est pas normal que vous souffriez comme ça depuis 15 ans. » Et elle qui fond en larmes de soulagement, en fait, de se dire « Attends, mais je suis pas folle, en fait. C'est pas dans ma tête. Ma douleur, elle est légitime et j'ai vraiment une maladie. » Tu peux nous parler, Chloé, de cette difficulté à vivre avec l'endométriose au quotidien et aussi des parcours de soins compliqués? Oui, il y a plusieurs points sur le sujet. Le premier, c'est que c'est une maladie dont on parle de plus en plus. Tu as dit méconnue. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est méconnue, c'est-à-dire qu'on a entendu le nom quelque part, il y a eu un plan de lutte gouvernemental, il y a des choses qui se mettent en place. On part de très très loin. Et c'est du coup une maladie qui aujourd'hui est plus connue, mais très caricaturée. C'est-à-dire qu'on imagine l'image un peu d'Épinal, ce sont des femmes qui ont mal pendant leurs règles, donc finalement, quoi de plus normal qu'avoir mal 3 jours par mois. La femme souffre, c'est un cliché très installé. Et donc, il y a cette normalisation, évidemment, de la douleur des femmes. Comme tu le dis, les symptômes sont beaucoup plus larges. On a tendance à dire c'est une maladie qui se passe dans le lit, dans la culotte, dans les toilettes. Donc, c'est quand même ce qui touche à toutes les sphères de l'intime et donc aussi à tous les tabous, évidemment, de notre société. Et on a des symptômes qui peuvent être très invalidants. Je pense notamment aux troubles digestifs. Je pense aussi aux douleurs pendant les rapports sexuels, aux douleurs lombaires. Toutes ces douleurs-là et tous ces symptômes-là sont très peu connus et très peu considérés. Il y en a plein qui disent qu'ils ont l'impression d'avoir des coups de poignard dans le ventre, quoi. Enfin, c'est... Les coups de poignard, les décharges électriques, c'est pas du tout anodin, les décharges électriques. Donc après, il y a plusieurs types de douleurs. Et il y a une difficulté qui vient s'ajouter sur ce sujet, c'est qu'on n'a pas un type d'endométriose. On dit souvent, et c'est ce que disent les professionnels de santé, une femme, une endométriose. Donc on peut avoir des endométrioses qui, sur le plan anatomique, sont sévères, avec des symptômes qui sont pas forcément sévères. Et à l'inverse, on va avoir des femmes qui on voit rien aux images ou pas grand-chose, donc c'est d'autant plus difficile de reconnaître la maladie et qui ont des symptômes extrêmement invalidants. Donc ce que ça veut dire concrètement dans le parcours d'une patiente, c'est que c'est une maladie qui demande de l'écoute des patients, donc du temps d'écoute des médecins, qui n'en ont pas nécessairement tous. Aujourd'hui, on est sur un parcours qui est extrêmement lacunaire, jusqu'au diagnostic. On a 10 ans d'errance entre les premières douleurs et le diagnostic, en moyenne, en France. Pour celles qui sont diagnostiquées, en plus. Pour celles qui sont diagnostiquées. Et on a aussi des médecins qui sont formés depuis peu. C'est-à-dire que c'est rentré dans les programmes de médecine en 2020. Donc, voilà, on est aussi sur une pathologie qui est en train de prendre sa place dans les études de médecine et dans les pratiques. Ouais, c'est important de comprendre effectivement par rapport à ce que tu dis que proportionnellement au nombre de personnes qui souffrent d'endo, enfin la recherche est vraiment à la ramasse. Aujourd'hui, on ne sait pas guérir l'endométriose. 70% des patientes qui sont prises en charge de manière médicale ou chirurgicale ont encore des symptômes ou douleurs. Donc, tu dis, il y a une vraie injustice, voire un scandale de santé publique qui commence seulement à émerger. Et ça s'explique notamment par l'histoire. Tu peux nous raconter comment on traitait les femmes souffrant d'endométriose au XVIIe et au XVIIIe siècle?
Alors ça, les spécialistes historiens en parlent mieux que moi. Il y a pas mal de thèses aujourd'hui sur le sujet, mais Ok. l'hystérie, on enfermait des hystériques dans des hôpitaux psychiatriques. On connaît tous un peu le bal des folles ou ce type d'histoire. Ouais. Un grand nombre d'hystériques étaient endométriosiques et en fait souffraient, une femme souffrante. Donc évidemment, on a aussi les sorcières du XVIIe siècle, les sorcières sur les bûchers, un grand nombre de femmes qui avaient de l'endométriose. On a très tôt psychologisé la maladie finalement, donc c'est dans la tête, et ça c'est resté, ce sont des femmes folles et c'est resté aujourd'hui quand une patiente finalement elle s'entend dire dans son parcours que c'est dans sa tête. Voilà, on hystérise les patientes encore aujourd'hui, même si les choses changent et bien sûr il y a une progression et de la recherche et de la prise en charge, mais on est encore tenté de tous ces stéréotypes dont on a hérité depuis des millénaires. C'est un exemple concret aussi de comment littéralement le sexisme et le patriarcat sont responsables du retard de la science et donc d'énormément de souffrance, quoi. Toi, si j'ai bien compris, tu souffres pas d'endo, mais vers 40 ans, tu as vendu ta start-up et donc tu avais de l'argent, mais aussi une crise de sens, d'autant plus que tu étais un postpartum de jumeaux. Tu peux nous raconter comment tu as rejoint l'aventure Live? Alors moi, j'ai vendu ma société en 2020. En même temps, j'ai eu des jumeaux suite à un très long parcours PMA. Okay. Donc j'avais des sujets de fertilité. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser à la santé des femmes, simplement par la manière dont on nous traitait. Je me disais, mais je suis dans un centre à part, j'étais en Île-de-France, dans un centre très très reconnu. Et je trouvais déjà que c'était quand même un niveau de prise en charge qui me paraissait parfois limité. On l'a pas dit, mais l'infertilité, c'est un des symptômes de l'endométriose. Il y a 30 à 40% des patientes atteintes d'endométriose qui ont des sujets de fertilité. Okay. Et c'est très souvent aussi dans un parcours de PMA qu'on va pouvoir, ça arrive que le diagnostic ait lieu à ce moment-là. Et donc voilà, je m'intéresse à la santé des femmes, je regarde ce qui se passe autour de moi dans la tech parce que évidemment c'est mon écosystème. Et donc dans la tech, je vois d'un côté mes copains de la data science, donc plutôt des mecs qui se mettent tous à aller massivement sur des sujets climat, donc plutôt bonne nouvelle pour le monde. Et puis côté santé, je vois pas beaucoup d'engouement, et côté santé des femmes encore moins de ces personnes-là. Donc je me dis c'est pas possible, et bien sûr je découvre dans ces recherches-là plein de femmes, beaucoup de femmes quand même majoritairement, qui commencent à monter des projets dits femtech, en tout cas sur la santé des femmes. Ouais. Et c'est comme ça que je rencontre au détour de LinkedIn mon associé actuel, Hélène Antier, en lui disant parlons-nous. Ouais. Parlons-nous de ce que tu fais. Qui, du coup, avait déjà un diagnostic tardif d'endométriose et avait déjà rallié des patientes et des professionnels de santé pour essayer de réunir un peu le meilleur des deux mondes, comme ce que vous faites aujourd'hui, entre l'expérience patient et, bien sûr, une fondation scientifique et médicale, quoi. Exactement, elle avait une démarche très terrain, de par son expérience et son vécu personnel. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je voyais aussi beaucoup de projets très, 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 très médical, très froid. Dans la santé, souvent, on dit c'est centré patiente, c'est un peu du bullshit. Là, c'était pas du bullshit, c'était une réalité dans la construction même de la boîte qui est Live, où on a dans l'équipe un grand nombre de patientes qui ont rallié le projet aussi par conviction. Voilà. Et donc concrètement, Live, c'est quoi? Comment tu le présentes, toi? Alors Live, c'est d'abord un collectif de patientes, d'entrepreneurs, de personnalités qui ont eu envie d'œuvrer sur ce sujet. Donc ce qui nous caractérise d'abord, c'est cet engagement. Et ensuite, c'est un dispositif médical, donc Livendo, un dispositif médical de classe 1, une thérapie digitale qui va permettre aux patientes d'améliorer leur qualité de vie et de diminuer leurs symptômes. Classe 1, ça veut dire pas du tout invasif, quoi, c'est ça? C'est une classe de risque très basse, évidemment. Donc nous, en fait, ce qu'on a regardé avec Hélène et avec Maya, notre associée qui est directrice scientifique, c'est que on a aujourd'hui donc pas de solution curative sur l'endométriose.
En revanche, on a des méthodes d'intervention non médicamenteuses qui sont super intéressantes pour les patientes, qui leur permettent, on a un premier rationnel scientifique qui montre que on peut avoir un impact sur sa qualité de vie et vivre mieux avec cette maladie, avec laquelle il faut bien composer, puisque c'est un peu notre colocataire. Le premier diagnostic, c'est 27 ans, l'âge moyen. Si on se dit à 27 ans, il n'y a rien à faire, on laisse tomber et on attend avec ces douleurs jusqu'à la ménopause, il y a quand même un grand risque de chronicialisation de la douleur, chronicialisation des symptômes et que les choses ne s'améliorent pas. Parce qu'à la ménopause, en général, ça s'améliore? Alors, ça, on n'a pas encore il y a très peu de recherches sur le sujet. C'est ce qu'on disait souvent aux femmes, puisqu'il y a une situation hormonale qui est plus la même. En réalité, on a aussi de nombreuses patientes pour lesquelles les douleurs se sont tellement installées que la ménopause n'est pas la grande accalmie qu'on nous avait promis. Mais ça peut l'être, quoi. Ouais. Voilà, c'est très variable et encore une fois, très peu documenté. Ouais. Donc le livre, c'est un peu ton partenaire au quotidien avec l'endométriose et une sorte de thérapie digitale pour améliorer la qualité de vie et soulager les symptômes et les douleurs, quoi. Oui, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des outils qui existent dans les centres experts, souvent, parfois sous forme de programmes d'éducation thérapeutique. Là, on va les mettre dans le quotidien pour arriver à changer ses habitudes de vie, à les faire évoluer. Donc, c'est difficile, parce qu'il y a rien de plus dur dans la vie que de changer ses habitudes. On le sait tous, pour les fumeurs qui arrêtent de fumer, les personnes qui doivent se mettre au sport. Et donc, sur l'endométriose qui arrive, ce qui va pouvoir influencer la qualité de vie, c'est l'exercice physique adapté. Donc, le fait de continuer à bouger, trouver une mobilité, faire bouger aussi les zones sensibles qui vont être impactées par l'endométriose. C'est l'alimentation anti-inflammatoire, hypotoxique, qui va agir sur c'est une maladie inflammatoire. On dit souvent gynécologique, mais c'est gynécologique, inflammatoire, et chronique, et on dit de plus en plus systémique. C'est aussi des choses qui sont en train d'évoluer progressivement dans les définitions. Et ensuite, le pilier qui est celui de la santé mentale et des techniques cognitives aussi de gestion de la douleur. On a des techniques en gestion de la douleur qui peuvent être mobilisées, méditation, auto-hypnose, cohérence cardiaque, respiration, que la douleur apparaisse sous forme de pic ou de manière latente. Et puis la connaissance aussi de cette maladie, parce que c'est une maladie très complexe. Quand une patiente elle est diagnostiquée, elle se retrouve face à un océan d'informations, souvent sur Google, et aussi de désinformation, et ça peut être très délétère dans son parcours de pas avoir la bonne information au bon moment. Donc si je comprends bien, c'est vraiment une appli, une communauté et une appli transversale où tu as des réponses à toutes les questions sur effectivement le côté maladie, traitement, diagnostic, fertilité, etc. Mais aussi des méthodes pour soulager les douleurs. Donc, par exemple, du sport adapté, comme tu dis, pour mobiliser les tissus endoloris, des conseils alimentaires pour souvent les symptômes digestifs pour essayer de les cibler, ou effectivement de vie affective et sexuelle, parce que tu l'as dit, l'endo, ça rend souvent le sexe douloureux, tout simplement. Aujourd'hui, c'est quoi les principaux bénéfices pour les utilisatrices de l'appli? Il y a une première partie qui est vraiment d'avoir accès à une information qui est sourcée scientifiquement, et sourcée scientifiquement et donc fiable, parce qu'il y a ce sujet de fiabilité, et d'avoir un peu un allègement de charge mentale. Clair, quoi. Ouais, exactement. Et puis pas de prendre la charge mentale chez la patiente qui se retrouve à errer pour trouver la bonne info, pour être sûre de la vérifier par elle-même. Le fact-checking, c'est quand même dur à faire soi-même sur ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier niveau, une connaissance fiabilisée. Le deuxième niveau, c'est de permettre du coup de rompre l'isolement sur le sujet, parce que soudainement, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans son cas. On n'est pas une appli communautaire, au sens où on n'a pas de communauté sur l'appli. En revanche, on a des lives avec des professionnels de santé qui sont des grands spécialistes, qui sont pas toujours facilement accessibles. Et donc, les patientes qui utilisent l'app peuvent se retrouver autour d'un professionnel de santé et poser toutes leurs questions. Et ensuite, avoir des méthodes concrètes du quotidien. Vraiment, l'application, on fait un effort très important pour essayer de trouver des choses simples, intégrables facilement dans un quotidien où on n'est pas que malade.
on est avant tout une femme qui a un travail, peut-être une famille, peut-être des choses à faire autres que gérer sa maladie. Donc, comment on s'intègre dans une vie pleine et entière pour que ce soit facilement appropriable finalement. Et puis commencer petit. L'idée de l'application, évidemment, ce qu'on ne voudrait pas, c'est mettre en échec ou mettre la pression à des femmes qui en ont déjà suffisamment. Ouais. Donc, c'est aussi d'aller graduellement sur les sujets de manière assez pragmatique, plutôt qu'essayer du jour au lendemain de ne plus rien manger, par exemple, ce qui serait totalement délétère. Oui, effectivement. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Un des principaux feedbacks, c'est que vous permettez de baisser l'anxiété et aussi d'avoir moins de douleur pendant les règles, et que les utilisatrices de l'app sont 3 fois plus à voir leur qualité de vie s'améliorer que celles qui n'ont pas la chance de l'utiliser. Donc, c'est quand même pas négligeable, quoi. En général, quand les utilisatrices arrivent chez nous, elles ont déjà eu des déconvenues, des déceptions, elles ont pu, voilà. Donc, il faut vraiment être à la hauteur aussi de ces parcours d'errance et de souffrance quand elles arrivent chez nous. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, on a eu une première publication avec des données en vie réelle. Donc là, c'est des collectes de données qu'on fait sur l'application et qu'on analyse. Et donc, c'était sur une précédente version qui montre une amélioration de la qualité de vie pour les personnes qui utilisent l'application par rapport à un groupe contrôle qui ne l'utilise pas. Okay. Et donc là, on lance en 2025 une étude clinique randomisée, contrôlée, donc à plus large échelle, ouais. pour aller plus loin dans cette démonstration. Trop bien, ok. Justement, pour aider les gens, et notamment les mecs, à percuter de la violence en fait de cette maladie, et donc de l'utilité de Liv, je vous lis rapidement 2-3 témoignages de vos utilisatrices. Il y a Florence qui dit « Après 14 ans d'errance, de douleurs quotidiennes, à vouloir en finir, une hystérectomie, le programme Liv est une des seules choses positives et concrètes qu'on m'ait offert. » Cécile, j'ai l'impression de sortir du brouillard, je comprends enfin la complexité de mes douleurs chroniques. Ou Carmen, j'ai arrêté de vivre avec cette maladie et grâce à Liv, je renais, je vois plus loin, je me projette, j'ai repris une activité sportive, je m'alimente différemment, je recommence à sourire et ça a pas de prix. Enfin ouais, je crois que j'ai du mal à réaliser en fait la montagne de douleurs que vivent ces femmes. Est-ce que toi, il y a des histoires d'utilisatrices qui t'ont marqué, que tu trouves inspirantes, que tu voudrais nous partager? L'histoire de Florence, hein, que j'ai connue directement parce que on était dans le même groupe de soutien. Okay. Typiquement, elle habitait dans les Vosges, donc un désert médical complet. Je pense qu'elle avait autour de 50 ans. Et donc une vie ce qu'elle décrit dans cette courte phrase, mais qui, moi, on avait tous fini complètement en pleurs, c'est-à-dire une vie de souffrance abominable et incomprise et non traitée, parce que vraiment aucun professionnel de santé autour de chez elle. Ouais. Donc nécessité d'aller dans des centres experts qui étaient très très loin, donc elle devait se déplacer. Donc nous on peut pas, chez Liv, on n'a pas la prétention de se dire qu'on va pouvoir reconstituer l'ensemble du parcours de soins. On est en complément de ce parcours dans les moments justement où il peut y avoir des temps d'attente, et on est vraiment le complément du quotidien. La bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il faut quand même regarder. Je te dis inspirant, Chloé. Il faut regarder aussi les bonnes nouvelles. C'est que les professionnels de santé se forment. Ouais. Il y a une création de filière actuellement, donc il y a des choses qui progressent, qui vont dans la bonne direction. Et est-ce que toi, il y a des exemples peut-être d'avant-après ou d'utilisatrices qui t'ont marqué, tu dis vraiment là, on sert à quelque chose, quoi. Je fais pas trop les avant-après parce que scientifiquement déjà c'est pas valable. On vend pas un régime à juste le après alors. Mais en tout cas, il y a un des témoignages qui m'avait beaucoup marqué, d'une femme qui nous écrit en disant: moi, j'ai pleuré au moment où j'ai vu une vidéo où un gynécologue décrit mes symptômes. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit que voilà, c'était des vrais symptômes d'endométriose, parce qu'en fait, ça permet aussi de faire le lien entre des symptômes qui sont hyper disparates et de finalement relire aussi son histoire. Bah oui. Puis non seulement ça déculpabilise, mais ensuite c'est aussi motif d'espoir, parce que tu as enfin une direction claire de vers où il faut regarder, quoi, plutôt que
d'être dans le brouillard de j'ai mal, je sais pas pourquoi, on me dit que c'est ma faute. Ça peut être 18 trucs différents. Et là, au moins, t'as posé un diagnostic. Je pense qu'on sous-estime l'impact positif que ça a sur les gens. Et du coup, à quel moment la nef arrive dans votre histoire? La nef est arrivée assez tôt. Au moment où on avait... donc, en fait, on a fait une levée de fonds en 2022, en septembre 2022, auprès de business angels et de personnalités de l'e-santé, de l'écosystème tech et aussi de professionnels de santé. La levée de fonds, elle visait à bâtir la solution technologique, qui a évidemment un coût et un besoin de financement. Ouais. Et la nef est arrivée à ce moment-là en complément de cette levée de fonds pour financer sous forme d'un prêt pour financer ces travaux de recherche et développement qui en avaient besoin. Ouais. Vous les connaissiez déjà avant? On nous avait parlé de la nef. On est assez proche en termes de valeur. C'est une banque coopérative, c'est pas toujours le cas. Et du coup, on nous en a parlé et on s'est rencontrés à ce moment-là. Ça s'est passé comment l'emprunt avec eux à l'époque? Ça s'est bien passé. C'était très fluide. On avait un conseiller qui s'intéressait vraiment au dossier en profondeur avec les bonnes questions. Qui parlait plus de l'impact que de qui regardait l'impact, quoi. Mais qui regardait vraiment tous les aspects du dossier. Ça nous avait marqué. Les relations sont très fluides. Il n'y a pas de c'est à l'image de ce qui est projeté par ailleurs sur le site web ou sur les autres points de contact où on peut les trouver. Ok. Aujourd'hui, l'appli elle est gratuite ou payée par des boîtes qui l'offrent à leurs salariés en toute confidentialité évidemment. Par exemple, c'est dispo chez Decat, l'AMGEN, Olympus, L'Oréal, etc. Parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, souffrir d'endométriose, c'est 11 heures de travail perdues par semaine. Donc au-delà évidemment de l'éthique, c'est aussi dans l'intérêt économique de tout le monde de mieux la prendre en charge. Mais vous, le vrai but, c'est que demain, le livre soit remboursé par la Sécu, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a ce modèle de prise en charge. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait, un choix fort qu'on a fait quasiment au départ, de se dire on ne fera pas payer les femmes. On veut une prise en charge pour toutes. On ne veut pas être l'appli des CSP+. On a une maladie, évidemment, qui a un impact financier aussi, avec des femmes qui ont des trajectoires de carrière qui peuvent être impactées par l'endo, donc des sujets financiers, un reste à charge qui est déjà très important. Donc on voulait pas ajouter un poids sur leurs épaules, un poids supplémentaire. Mais pardon, l'appli du coup, elle est quand même accessible au grand public? Non, l'appli, donc la thérapie digitale, elle est accessible uniquement par les employeurs et les mutuelles qui nous prennent en charge. En attendant, et l'accès à toutes, c'est vraiment le but, c'est le but, évidemment. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Mais c'est vraiment à travers une prise en charge sécurité sociale qu'on envisage le modèle. Je précise parce que je me rends compte que ça peut prêter à confusion, mais même si l'appli n'est pas accessible au grand public, sur le site de Liv, il y a énormément d'informations qui peuvent carrément vous aider si vous êtes intéressé et qui sont accessibles gratos. Mais ça peut aussi être pris en charge individuellement par notre mutuelle. C'est ça que tu dis? Oui, il y a certaines mutuelles qui le prennent en charge et on continue, nous, à œuvrer avec les mutuelles pour qu'il y ait cette prise en charge. Dans l'histoire du monde de la santé des femmes et des mutualistes, il y a souvent eu des prises en charge avant la sécurité sociale sur certains sujets. Et c'est chez qui, par exemple, pour que celles qui nous écoutent puissent... On travaille avec MZEN, Abeille Assurance, la Mutuelle Nationale Territoriale. Les mutuelles sont sur notre site, et puis vous pouvez hésiter aussi à nous écrire si vous êtes dans une mutuelle et que vous vous posez la question d'une prise en charge, parce qu'on peut aussi nous essayer de trouver les bons relais. Si ça se trouve, vous allez faire changer plein de genres de mutuelles. Non, alors souvent, non. On n'est pas là pour faire changer les gens de mutuelles. Moi, je suis une femme, franchement, j'ai réfléchi à 2 fois. Évidemment, quand on a de l'endométriose, c'est intéressant de pouvoir se dire que la mutuelle prend en charge. Pardon, mais du coup, je t'ai coupé. Oui, le but, c'est que à terme, ce soit remboursé par la Sécu, justement, parce que c'est d'intérêt général et pour que ce soit accessible à toutes, quoi. Complètement. Et c'est le modèle qui nous paraît... nous, on veut être intégré au parcours de soins, que le médecin puisse aussi... ça permet aussi d'outiller le médecin, parce qu'aujourd'hui, le médecin,
quand il connaît ses interventions non médicamenteuses, il peut être aussi un peu impuissant parce qu'il va donner 2-3 indications, mais c'est pas forcément son métier d'aller donner des indications sur tous les sujets. Ouais. Et on le voit quand on discute avec les spécialistes ou les non spécialistes, il y a quand même une grande impuissance qui est ressentie vis-à-vis de certaines patientes qui reviennent et auxquelles on peut rien proposer. Ouais. En tout cas, on ne sait plus. Il y a de l'errance thérapeutique qui est telle qu'on ne sait plus quoi faire. Donc, pouvoir quand même proposer des options. Toi, Chloé, pourquoi toi ça te tient à cœur de faire ça? Pour tellement de raisons. Moi, mon principal moteur, quand on fait l'exercice des valeurs, par exemple, mon principal moteur dans la vie, c'est l'injustice. Donc, évidemment, c'est une injustice majeure. Et je pense que c'est ça qui m'a emmenée sur ce sujet santé des femmes et encore plus sur l'endométriose, parce que quand j'ai commencé à creuser, quand on creuse, on peut pas s'arrêter de creuser et s'arrêter de constater qu'il y a une forme d'injustice dans le traitement de cette pathologie. Et du coup, moi, c'est mon moteur principal. C'est contribuer, encore une fois, à notre humble niveau, arrêter cet état d'injustice, ou en tout cas le limiter à notre niveau. On a aussi, bien sûr, le côté comment on essaye encore à notre niveau, de résoudre cette dette scientifique, qui est ce boulet qu'on a tout au pied. Et donc que nous aussi, on puisse avoir des études dignes de ce nom sur ces sujets, et que plus jamais, quand on demande à notre équipe science est-ce que tu aurais un article sur X, qu'on nous réponde non. Ouais. Ça n'existe pas dans la bibliographie. Il y a encore des sujets qui sont très peu étudiés. Ouais. Bah, merci Chloé, franchement, bravo pour ce que vous faites. Si vous rêvez d'un monde avec des milliers de projets géniaux qui améliorent la santé comme Liv, sachez que vous pouvez ouvrir un livret d'épargne à la Nef à partir de 10 € seulement, qui est donc partenaire de ce podcast. Et votre épargne pourra soutenir plein de projets solidaires et féministes inspirants près de chez vous. Pour ça, rendez-vous sur t.ly/lanef ou cliquez sur le lien en description. Et allez jeter un coup d'œil évidemment à Liv, ça s'écrit Lyv. Ciao Chloé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao tout le monde, à dimanche prochain.